que je veux dire par là, c'est qu'on a une pièce d'identité qui dit qu'elle fait 1m67, on a un corps à l'autopsie qui fait 1m72. Cartman. 19h, 22h sur Fun Radio. L'objet de ce livre, c'est toutes les zones d'ombre de l'enquête. Alors évidemment, c'est vu par le prisme de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, qui elle-même a une théorie, a une thèse, une conviction. Voilà, elle partage ses convictions. Si on met ça de côté et qu'on se concentre sur le contenu du livre, on apprend plein de choses à l'intérieur. Est-ce que, alors déjà, est-ce que c'est difficile de venir nous parler de ce livre, parce que c'est évidemment, là on est un peu dans le cœur du réacteur en ce moment. Après le McDonald's, le Burger King, c'est un peu compliqué. C'est vrai. On aime les transitions douces. Je reconnais que c'est compliqué, qu'on ne peut pas sourire de tout, qu'on ne peut pas rire de tout, mais que on peut s'expliquer et on peut essayer de comprendre. Et en fait, la position de Christine Dupont de Ligonnès, c'est que dès le début, elle a reçu une lettre de son frère, avec un certain nombre d'autres personnes, qui peut apparaître farfelue, mais qui est pour elle la réalité. Son frère lui a dit, donc son frère dit la vérité, donc tout ce qu'on lui apprend dans la presse, c'est pas la vérité. C'est ça. Et comme par mon intermédiaire, elle s'est constituée partie civile et que j'ai accédé à l'intégralité de la procédure, on a examiné les éléments à charge, et il y en a énormément, très clairement. Sauf qu'on ne parle que des éléments à charge, depuis le début. Alors, depuis le début, moi, en tant qu'avocat, j'interviens régulièrement dans la presse pour dire, attention, vous partez dans une seule direction. J'ai rarement été écouté, voire même jamais été écouté. Quand je dis, mais attention, il y a des éléments dans le dossier qui permettent de penser que on s'est focalisé sur Xavier Dupont de Ligonnès, tout le monde me rit au nez en disant, ça suffit, maître. Hein, nous, on a juste 2 questions, il est mort ou... Les questions que vous posez au début. Ouais, mais c'est surtout, il est mort ou il est vivant. Voilà, on se focalise là-dessus, et même les enquêteurs, en fait, ceux qui pensent qu'il est mort, ils disent, nous, on n'a plus envie de travailler parce qu'il est mort, et le dossier est bouclé. Et ceux qui pensent qu'il est vivant, ils aimeraient bien le retrouver pour lui poser des questions. Et moi aussi. Il y a une théorie qui dit qu'il se serait suicidé du côté de Roquebrune sur Argent, qui est une des théories, parce qu'on c'est un endroit où il serait difficile de retrouver son corps. Bref, ça, on s'est un peu arrêté là, en fait. On s'est arrêté à des théories. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011-2012, Christine et son époux j'ai rarement vu ça en tant qu'avocat, un examen par les parties civiles du dossier, mais dans ses moindres détails. Et ils ont acquis la conviction que Xavier Dupont de Ligonnès n'était pas l'auteur de ce quintuple assassinat, voire même pire. Christine était persuadée que finalement, il est peut-être agent ou je ne sais quoi, et qu'il y a une exfiltration. Ce qui est dit dans sa lettre. Elle croit à la thèse qui est dit dans la lettre. Qu'il y a une exfiltration, et que dès lors, elle part du postulat que s'il y a une exfiltration, les corps qu'on a retrouvés sous la terrasse ne sont pas les corps de la famille. J'ai beaucoup de mal à la suivre. Bien sûr. Et les gens qui nous écoutent ont tous du mal à la suivre. Pour que les choses soient claires pour les auditeurs de Fun Radio, vous ne défendez pas forcément la thèse qu'elle défend. Non. Par contre, ce que vous défendez, c'est l'enquête qu'elle a fait, en disant, si elle a fait une enquête minutieuse quand même, évidemment, ça va dans un sens, mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec elle, ça c'est clair. Oui et non. En réalité, en tant qu'avocat, je dois indiquer à mes clients, les faire revenir sur le droit chemin, j'allais dire, et de leur expliquer que dans le dossier, tout converge et qu'on a la preuve absolue, irréfutable, que les corps sous la terrasse sont ceux de sa famille. D'accord. J'ai l'ADN, et je dis à Christine qu'il y a de l'ADN et que c'est la preuve parfaite. C'est la preuve parfaite. Si demain vous avez votre cigarette qui tombe à côté d'un braquage, vous serez coupable, monsieur. Je suis désolé, mais ça va être comme ça. J'ai de la chance de ne plus fumer. Voilà. Sauf qu'elle a confronté cette preuve scientifique avec les constatations techniques réalisées justement sur ces corps. Et je ne cesse de le dire, parce que Christine et son époux sont persuadés qu'il y a bien eu une substitution parce qu'il y a des éléments qui dérangent. Moi, je pense en réalité que c'est pas possible, parce que je vois pas où on aurait trouvé 5 corps de substitution pour remplacer cette famille, mais il n'en demeure pas moins qu'elle s'engouffre dans une brèche grande ouverte, j'allais dire, avec des tailles, des poids qui ne correspondent pas. Et ça bloque. Ça bloque, oui. J'imagine que vous savez combien mesure votre sœur, votre mère, ce genre de choses. Et le problème,
c'est que par exemple, la mère de famille fait 82 kilos et 1m72 à l'autopsie, alors qu'elle sait très bien qu'elle avait à peu près la même taille qu'elle dépassait pas le 1m70, voire même qu'elle faisait 1m67, ce qui d'ailleurs ressort de la carte d'identité de cette mère de famille. Oui. Alors je sais pas vous madame, mais généralement les femmes ont tendance à se grandir sur des pièces d'identité. Ah bah moi c'est tout l'inverse, j'ai rien compris. Non mais c'est-à-dire que quand vous sollicitez une pièce d'identité, une carte nationale d'identité, vous donnez votre taille. Ben oui. Oui. Vous n'avez pas donné une plus petite taille. C'est rare. Ou à 1 centimètre près, quoi. Ouais, C'est pas- vous mettez pas la photo la plus moche de vous en général sur une pièce d'identité. C'est rare. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une pièce d'identité qui dit qu'elle fait 1m67, on a un corps à l'autopsie qui fait 1m72. Alors, il y a plein de théories. Il faut dire, non, mais pour que les choses soient claires, il peut y avoir des erreurs de mesure, il peut y avoir un million de choses. C'est ce que je pense. Ah ouais. Sauf que penser comme ma cliente, il n'y a pas d'erreur, Oui. c'est la vérité judiciaire. Il y a des constatations, il y a des poids, il y a des tailles. Ouais. Et ben c'est pas les poids et c'est pas les tailles que nous connaissons. Et à partir de là, maître, expliquez-moi cette contradiction entre l'ADN et les constatations. C'est ça. Et j'ai 2 preuves scientifiques. C'est ça. Et vous, en tant qu'avocat, vous vous retrouvez face à un Et je dilemme, peux pas en lui fait. dire qu'elle a tort. Bah voilà. Mais je vais certainement pas lui dire qu'elle a raison. Vous comprenez mon dilemme? Bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Et ça, c'est l'essentiel, j'allais dire, qui intéresse la presse depuis 2-3 jours. Oui. C'est, mais elle est complètement folle d'aller soutenir que c'est des corps de substitution. C'est pas l'essentiel. C'est sa conclusion pour se sentir mieux et pour être persuadé que finalement son frère n'a rien fait. D'accord. C'est sa conclusion. Mais après, c'est le reste. L'enquête qu'elle a menée, et on en reparlera dans 2 minutes, l'enquête qu'elle a menée, c'est une enquête minutieuse. Ah ouais, au détail près, oui. Ouais. Oui. Mais est-ce qu'elle est plus minutieuse que l'ont été parce que on sait que cette enquête finalement elle a été assez vite, on va dire bouclée, dans le sens où on a trouvé des corps, on a quelqu'un qui est en fuite encore aujourd'hui à reculer puisqu'on n'a pas retrouvé son corps. Finalement, on laisse les choses se faire maintenant. Non, ça s'est pas passé comme ça. D'accord. Ils ont fait un véritable travail d'investigation a posteriori, c'est-à-dire à partir du moment où on a découvert les corps, là il y a eu des services très spécialisés qui ont tout analysé, mais tout, les relevés téléphoniques, les relevés bancaires, les localisations de téléphone. Ils ont même dans ce dossier pu obtenir les brouillons je crois que c'était Free. C'est-à-dire que quand vous faites un mail et que vous le laissez dans les brouillons, ils ont réquisitionné. Free a dit mais nous on peut vous donner les brouillons. C'est-à-dire vous, on n'a plus d'ordinateur dans ce dossier, mais on a pu récupérer, exhumer des choses qu'on n'avait jamais fait dans une enquête criminelle. Et on a trouvé des brouillons et notamment des projets de lettres qu'il voulait envoyer à sa sœur, dont la presse d'ailleurs s'est emparée et l'a publié. Et j'ai d'ailleurs même poursuivi un policier qui avait donné les documents à la presse parce que là c'était quand même assez confidentiel. C'était des lettres dont Christine n'avait même pas connaissance et qui se sont retrouvées dans le Parisien, qui se sont retrouvées un peu partout. Donc l'enquête avait été bien menée. Non, l'enquête a bien été menée a posteriori. D'accord. Mon gros problème, c'est qu'a priori, ça a été un peu bâclé parce que quand vous avez des lettres qui arrivent à l'école en disant on part en Australie, tout d'un coup, là, la famille part en Australie. Quand vous avez tout le monde qui s'absente, une famille entière qui disparaît, et puis surtout, une lettre, vous l'avez lue, vous l'avez vue maintenant, tout le monde l'a lu cette lettre. Moi, quand Christine Dupont de Ligonnès est venue me trouver à mon cabinet, et pour moi c'était un dossier triste mais classique. Elle a perdu ses neveux et nièces, elle vient me voir pour prendre un avocat pour se constituer partie civile, et elle me donne la lettre. Et là je dis, c'est pas le même dossier là. C'est pas un simple dossier, malheureusement, d'infanticide. Voilà. Là je me dis, c'est quoi cette lettre? Et à partir de là, elle me dit, il est innocent, regardez cette lettre, il dit que... Oh, je dis non, quand même, faut être sérieux. Sauf que après, quand on commence à regarder dans le détail du détail, je vais être terrible, mais quand on commence à creuser, dans un dossier comme ça, c'est moyen, mais quand on commence à creuser vraiment dans le fond du dossier, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le 10 et le 15? On l'aurait attrapé, cet homme. Et ça serait fini, on aurait les réponses. C'est là où l'enquête s'est jouée. C'est là. C'est dans ces 5 jours. Vous savez, dans l'affaire Villemin, on n'a jamais fait l'autopsie du bébé. Et s'il n'avait pas d'eau de la Vologne dans le corps, c'est réglé. Eh bien oui, bien sûr. Et ça n'a pas été fait. Parce que ça veut dire qu'il aurait été tué avant d'être noyé, qu'il se serait dans pas la noyé. baignoire, il serait tombé et qu'on l'aurait jeté dans la Vologne pour faire croire. En tout cas, ça éliminait déjà des et thèses. c'est souvent comme ça qu'une enquête criminelle démarre mal. Et en fait, Xavier Dupont de Ligonnès, le 10, il part de Nantes. Les amis reçoivent la lettre le 10, voire le 11. Je sais que le 12, le parquet a la lettre. Entre le 12 et le 15, on est sur juste une disparition inquiétante. Il ne se passe rien entre ces 3 jours. Vous comprenez, lisez la lettre, ou ceux qui vont lire la lettre dans le livre, et ensuite se dire,
mais il n'y a pas eu une branle-bas de combat. Il n'y a pas d'alerte enlèvement dans ce cas-là, parce que et encore qu'on aurait presque pu le faire, parce qu'il y avait des enfants qui avaient disparu. Mais rien. Et puis le 15, on le sait, mais a posteriori, parce que ils ont vérifié tous les mouvements, les déplacements, les retraits bancaires, les photos, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc on connaît tout l'itinéraire de Xavier Dupont de Ligonnès à son départ de Nantes, mais alors même trop. Ce qui fait dire à Christine que c'était volontaire. C'était volontaire, oui. Qu'il a volontairement laissé des traces de son passage. Par exemple, quand il se fait flasher volontairement et qu'il sourit. On a l'impression que tout est fait exprès, quoi. Tout est construit. On a l'impression qu'il dit, regardez, je suis là. Quand il drague la réceptionniste de l'hôtel 5 étoiles. Pour qu'elle se souvienne, on se dit, c'est volontaire, comme ça va se souvenir de lui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire dans un hôtel 5 étoiles alors qu'on le dit ruiné? Oui, bien sûr. Parce que c'est aussi une des thèses qui est soupçonnée, qui est évoquée par une certaine presse et par certains enquêteurs pour essayer de chercher un mobile. Et le 15, il disparaît. Voilà, le problème est là. Et l'enquête démarre là. Non, l'enquête, elle continue parce que les corps sont découverts que le 21 avril. Donc ça veut dire qu'il y a presque 10 jours en fait. Il a 10 jours pour prendre la peau d'escampette. Ouais. Et puis surtout, moi, ce que je reproche, c'est que personne ne va voir sous la terrasse alors que c'est marqué en plein milieu de la lettre. Qu'est-ce qui fait que cette affaire, elle a chamboulé la France autant? Je sais pas, parce que en réalité, pour la plupart des gens, cet homme a tué sa famille, il a disparu. Oui. Je vois pas en réalité ce qui serait très intéressant. C'est déjà arrivé, hein? Oui, c'est déjà arrivé. Pas dans ces circonstances-là, mais sauf à considérer que les gens se disent on nous cache quelque chose. Oui. Vous savez, il y a la fameuse théorie du complot, des complotistes qui disent on nous dit pas vraiment la vérité. Après, on aime aussi baigner dans le glauque et regarder le glauque des autres en se disant moi j'ai une vie normale et moi je suis plutôt normale. C'est vrai. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est la famille de tout le monde. Enfin, c'est monsieur tout le monde, c'est une famille avec leurs enfants qui vivent tranquillement à Nantes. C'est la famille. En plus, dans un quartier plutôt cossu, dans une belle maison. Voilà, il y a un peu un élément de l'affaire mystérieuse, quoi. Une famille catholique pratiquante qui va à la messe, dont la mère de famille va dans des groupes de prière. Les gens s'assimilent en fait à cette famille et veulent savoir ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que tout le monde a des questions. Et le problème, c'est que moi qui suis dans le dossier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah oui, forcément. Et c'est d'ailleurs ma préface. C'est exact, mais c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas là à dire je connais la vérité, Christine Dupont de Ligonnès a raison, son frère a été exfiltré, les cadavres ont été interchangés. Je ne suis pas là à dire ça du tout. Non. Je suis juste là à vous dire je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas pourquoi un père de famille se serait mis à être un génie du crime, un Léon, un Léon du crime. Mais en étant tout aussi débutant avant et débutant après. Oui. Vous comprenez, c'est ça ce paradoxe. On ne sait pas comment ils ont été tués, on ne sait pas où ils ont été tués, on n'a pas de traces de sang, on n'a rien. C'est donc professionnel. Enfin, ou alors il a mis des bâches partout dans la maison et il a jeté les bâches. Est-ce qu'on sait s'il s'est documenté? Est-ce qu'on sait dans ses recherches internet, par exemple, s'il a cherché des choses? Non. On n'a pas trouvé. Pas de vérification là-dessus très claire. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Et on parlait hors antenne de la fameuse lettre qui a été envoyée où il explique, je vais résumer pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de cette affaire, l'entourage reçoit une lettre où il dit voilà, on est parti en Australie, on a été exfiltré parce que je suis un agent de la DEA, je crois, c'est ça? Oui. Voilà, de la drogue pour les États-Unis. Un témoin infiltré. Voilà, un témoin infiltré. Et on m'a exfiltré avec toute ma famille. Je ne peux pas vous donner de nouvelles. J'essaierai de vous en donner prochainement, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Là, l'école des enfants reçoit une lettre. Enfin bref, tout le monde reçoit une lettre. Et la famille, dont l'autrice de ce livre, reçoit une lettre. Et Anso avait une question à ce sujet qui était hyper intéressante et que j'ai pas entendu moi beaucoup. Oui, mais en fait, pourquoi? Enfin, j'ai du mal. C'est ça, moi, qui me semble être le point de non-compréhension de ma part de cette affaire. C'est qu'est-ce qui saurait pour que les Américains l'exfiltrent, aidés par le gouvernement français. Enfin, c'est ça qui me paraît, moi, un tout petit peu gros. Enfin, qu'est-ce qui ferait qu'il serait exfiltré, quoi? Je vais retourner votre question. En réalité, j'y crois pas du tout. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi un Français serait témoin protégé dans un dossier américain pour des criminels français qui seraient dans la drogue. En réalité, il faut prendre la lettre différemment. Il dit, dans la lettre notamment, il dit on a été grillé. Ouais, ça, là, il faut qu'on parte parce que on a été repéré et donc dès demain, on doit partir. En fait, ce que je reproche, et pourtant j'avais pas cessé de le clamer haut et fort en 2011, 2012 même, mais ne cherchez pas dans une direction, essayez de savoir si cette famille avait des ennemis, essayez de savoir si quelqu'un leur en veut.
Parce que ces explications qu'il donne en disant je dois partir, mais s'il doit partir, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, ce que je voulais, c'est qu'on recherche il pouvait y avoir des raisons plausibles pour fermer une porte. C'est ce que j'allais dire. Là, on marche par élimination. Plutôt. Oui, pour fermer des portes. Ouais. Et le problème, c'est que ça n'a jamais été fait. Et je me rappelle Geneviève du Pont de Ligonnès, donc la mère qui avait 80 ans à l'époque, qui ne croit pas une seule seconde que son fils a pu tuer sa femme et ses enfants, et donc ses petits-enfants. Elle avait pris connaissance des éléments du dossier, troubles, et notamment 2-3 éléments d'amis d'Agnès qui avaient témoigné en disant qu'Agnès avait peur et qu'elle se retournait dans la rue. Et là, ça n'a pas été creusé. On a dit, mais non, un délire, les 2 témoins, c'est pas vrai. La question qui brûle les lèvres de tout le monde ici, c'est de savoir, est-ce qu'on apprend des choses dans ce livre qui n'ont pas, que les policiers n'avaient pas découvert lors de leur enquête? Non. Ce que vous allez apprendre dans ce livre, c'est tout le résultat de l'enquête. Et pas des morceaux choisis en faveur de la culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est tout. Les éléments à charge, il y en a énormément. Et même certains que vous connaissez pas, qu'on donne. Qui sont donnés dans ce livre. Alors on aurait pu les enlever. Et au contraire, elle donne tout. D'accord. Elle donne tout et elle donne des éléments à décharge. Et après, c'est thèse, antithèse, vous voyez. Et après, elle fait sa synthèse. C'est ce que vous dites, vous, dans la préface. Vous dites, moi, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que les éléments qui sont dans ce livre vont vous permettre de vous faire votre idée sur l'affaire, c'est ça? En gros, c'est ça, tout à fait. En réalité, elle a repris le dossier pénal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a repris aussi le travail des journalistes. Parce que les journalistes, à côté des services de police, ont travaillé. Il y a plein d'articles, il y a plein de notes de bas de page que vous pouvez aller consulter pour voir qui pensait quoi du sujet. Il y a par exemple une chose très intéressante pour l'avocat que je suis, c'est qu'ils ont fait un comparatif des différents articles des psychiatres qui avaient leur mot à dire sur ce dossier pour expliquer pourquoi il y avait le passage à l'acte. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous vous rendez compte qu'aucun psychiatre n'est d'accord avec l'autre. Ce qui est assez passionnant, alors que ce sont des experts judiciaires, et que chacun a son petit avis sur la question, même des psychiatres qui sont très compétents. C'est vous dire, l'intérêt de ce dossier, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi ça s'est passé, on ne sait pas comment ça s'est passé, on a juste un résultat à la fin, c'est des cadavres et un père de famille qui a disparu. Voilà, ça c'est l'axiome de départ. Et à partir de là, elle a remonté la chronologie avec son mari pour essayer d'expliquer à tout le monde, regardez tout et ne vous contentez pas des bonnes feuilles de Society qui a enlevé... ils ont résumé quoi, ils ont résumé l'affaire. Ils n'ont pas résumé, ils ont fait un copier-coller. D'ailleurs, si j'étais policier, je serais un petit peu énervé parce qu'ils n'ont fait pas vraiment un travail d'investigation, ils ont fait un travail de copiage. Ils ont pris les PV. De temps en temps, ils les ont un peu analysés, notamment les PV relatifs aux dérives sectaires qui avaient été évoquées dès 2011 et pour lequel le parquet avait dit qu'il n'y en avait pas. Bon là, ils l'ont pris, ils ont fait passer la mère pour une folle furieuse. Je pense même qu'ils ont parlé d'une partouze en 1995 avec une trentaine d'hommes qui se jettent sur cette femme. C'est honteux. Ça, c'est faux. Ça n'a jamais existé. Je pense pas, 30 c'est beaucoup. Non mais puisque ça a été évoqué. Alors justement, vous qui êtes avocat, vous qui avez de l'expérience, vous qui avez déjà côtoyé des gens qui sont à la recherche de la vérité, est-ce que vous pensez qu'un jour on aura la vérité sur ce qui s'est passé? Est-ce qu'on saura ce qui s'est passé dans cette maison? Est-ce qu'on saura où est Xavier Dupont de Ligonnès? En tout cas, moi je l'ai pas. C'est ça mon problème, et c'est pour ça que ce dossier, cette affaire m'agace, c'est que j'ai plein de vérités. Alors, on me demande ce que j'en pense. Alors, un jour, je pense une chose, mais le lendemain, je peux vous dire l'inverse en me disant, non, mais si tu me donnes cet argument, pourquoi pas. Et c'est ce qui s'est passé. J'en parle avec vous, vous êtes capable de changer d'avis en sortant là, en disant, moi, je sais plus quoi penser. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est ça toute la difficulté de cette affaire. C'est que je ne connais pas la vérité. Donc les pires affaires, c'est celles finalement où il y a des trous à combler et où chacun les comble avec... du coup, c'est de l'émotionnel qui vient combler tout ça. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais référence au juré de la cour d'assises dans ma préface, c'est que je dis au lecteur, soyez juré. À la place du juré, voilà. Mais allez le condamner, allez. Ne vous contentez pas de ce qu'on dit dans la presse et tout. Vous êtes juré, là, ça y est, c'est sérieux. Il faut aller le déclarer coupable. Et là, il n'est pas là. Alors, en plus, quand les absents ont souvent tort, mais dans son cas, il peut peut-être avoir raison. C'est ça toute la difficulté. Et voilà, c'est tout ce qu'on défend. Moi, j'ai une position un peu ambivalente par rapport à ma cliente. Mais on sent que vous n'êtes pas. Je vais être honnête avec vous. On sent dès le début que vous n'êtes pas d'accord avec elle sur ce qu'elle dit. Non, je suis pas d'accord avec la conclusion. Voilà, avec la conclusion. Non, mais par contre, ce que vous dites, et je le dis depuis le début. Et elle le sait. Voilà, mais c'est ça. Il y a de l'honnêteté dans ce que vous dites. Moi, j'ai lu. Il y a des éléments qui me semblent troublants.
lisez-les, faites-vous votre idée, digérez tout ça, et vous verrez que peut-être vous aussi, vous aurez une conviction à un moment donné, ou peut-être que vous l'aurez pas. Grosso modo, c'est ça. Oui, grosso modo, ma cliente, je ne peux pas dire à ma cliente qu'elle a tort, Ouais. car je connais pas la vérité. Ouais. C'est très simple que ça. C'est Ouais. très simple. À tous mes clients que je défends, quand ils sont confrontés à une vérité authentique, je leur dis bon, arrêtez de dire n'importe quoi parce que je ne vous défends pas devant le juge à dire Avec ça. avec ça, quoi. Ouais, c'est ça. Vous êtes pris la main dans le sac, arrêtez de dire que c'est un complot de la police. On va Vous terminer comprenez ce que avec je veux une dire question de la meilleure enquêteuse de cette équipe qui a vraiment, je pense, enquêtrice. allons-y. Enquêtrice. 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 Ouais, Ouais, en enquêtrice, fait, c'est mieux. bon. Alors, moi, je vais aller prendre des cours de français. Et pendant ce temps-là, je vais laisser la parole à Anso, en fait, qui a plein de questions encore. Vraiment, j'avais vraiment une question d'avoir votre œil d'avocat. En fait, je me suis amusée à regarder, parce que moi, je m'éclate dans la vie. Non, mais surtout, j'ai vu qu'elle était passée sur plusieurs médias et j'ai regardé un peu les commentaires des gens. Terrible. Et c'est terrible. Et en même temps, je vous cache pas que je peux pas m'empêcher de les partager quand même, le côté, mais elle est tarée, qu'est-ce qu'elle nous sort et en même temps, je vous écoute et comme vous êtes avocat et que vous maniez très bien les mots, vous pouvez me retourner le cerveau en 4 secondes. Mais moi, j'aimerais Non, on dit la savoir... même chose de moi. Hein. J'arrête de regarder Twitter parce que si je se lâche grave. Oui, mais là, je peux pas dire ça de vous car vous êtes décemment en face de moi et que Non, vous mais me en faites vrai, peur. je vous dis, je le redis, ce que vous défendez, c'est pas Oui. la thèse qu'elle défend. Hein. Je le dis pour que les choses soient bien claires. Vas-y. Mais du coup, ce que je voulais savoir, c'est quelle est votre réponse à ces gens qui la traitent de tarée, de folle. Mais ça fait depuis 2011 qu'ils la prennent pour une folle, à la tête d'une secte d'une église de Philadelphie qui a existé dans l'imaginaire de je ne sais qui. Donc depuis 2011, elle sait tout ça. Elle s'en madame. fout, en fait. Et elle s'en fout. Ouais. Bah ouais, alors heureusement. Bah oui. Heureusement qu'elle n'est pas touchée par tout ça parce que elle sait que c'est faux. Vous voyez tout cet environnement sectaire qu'on a décrit, que certains ont exploité, et parfois à juste titre pour lutter contre les sectes, les vraies sectes. Quand vous avez la Midi-Lude qui se sert de cette affaire parce qu'elle est médiatique et donc les journalistes comme vous rebondissent en disant ah, il y a une secte, machin, il faut lutter contre les sectes. Mais en fait, il n'y a pas de secte. Mais on utilise cette fausse secte pour lutter contre les vraies sectes. Mais le problème, c'est qu'au milieu, vous avez des gens Bien sûr. qui sont détruits. Ouais. C'est-à-dire je me rappelle Geneviève Dupont-Ligonnès il y a 2-3 ans de ça quand on avait parlé des sectes. Geneviève, c'est la mère. Hein. La mère. Ouais. Elle était à l'hôpital, elle devait se faire opérer. Le chef de service il a dit s'il y en a qui veulent invoquer leur clause de conscience, il n'y a pas de difficulté. Ah vous ouais. vous rendez compte l'horreur. Ouais. Après Alors, ça, et ce qu'on oublie, c'est que c'est des gens. cette femme. Et C'est puis, des ce que vrais- je veux dire, c'est des vrais gens, quoi. elle est désespérée, hein, il faut le dire, hein, désespérée de savoir la vérité, désespérée de savoir ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'elle a mis un peu des œillères sur certains trucs, mais on ne peut pas lui enlever quelque chose, c'est qu'elle est sincère et que ce qu'elle fait dans ce bouquin, c'est une vraie enquête. Encore une fois, on le dit. Faites-vous votre propre avis sur ce qui est dit là-dedans. C'est ça, tout à fait. Ne prenez pas tout pour argent comptant parce que évidemment c'est la voix de Christine Dupont de Ligonnès et c'est une voix de quelqu'un qui souffre. Hein, Non, il faut le dire. prendre pour argent comptant tous les arguments factuels. Pas exactement. Mais je veux dire, c'est quelqu'un quand même qui a besoin d'avoir une vérité qu'elle n'aura sûrement jamais. Ah non, et là, parfois on elle le a ressent. la preuve. Ouais, sa vérité. Elle a sa vérité. Tout à fait. Voilà. Vous avez bien Peut-être que compris. la vérité avec un L majuscule sera un peu plus dur La vérité plus dur à avoir. originelle, bah oui, je la cherche. Plus dur à avoir. Mais je la cherche souvent dans beaucoup de dossiers. Hein. Ouais, c'est vrai, bah voilà. Bah, je voulais vous remercier vraiment d'être passé Non, nous voir monsieur. et d'être venu sur Fun Radio ici parce que on avait vraiment envie de vous recevoir. On savait vous pas si l'avez- vous alliez accepter. Bah vous l'avez fait sérieusement. Eh ben, ça va. non, mais on a été vraiment contents parce que on n'a pas l'habitude d'aborder ce genre de sujet-là de façon aussi longue. Et franchement, c'était un moment absolument génial. Et merci de votre disponibilité, beaucoup. maître. Je vous en prie, monsieur. Le livre s'appelle Xavier, mon frère présumé innocent. HarperCollins, c'est l'éditeur qu'on aime bien en plus. Donc on leur fait un petit coucou. Et puis procurez-vous ça, lisez-le et vous verrez que peut-être vous allez changer d'avis sur cette affaire. David Guetta. Xavier Dupont. Ça aurait été fou qu'il sorte un disque. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même.